La parole est à Monsieur Patrice Joly pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci madame la présidente. Il s'agit du vote concernant le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées aux nouvelles installations nucléaires. Je voudrais que ce qui a été considéré comme une non-participation au vote soit aujourd'hui, enfin maintenant, prise en compte comme une abstention. Merci. Si. La parole est à Madame Jacqueline Eustache-Brinio, également pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci Madame la Présidente. Effectivement, sur le scrutin public numéro 110, mes collègues Catherine Berluti, Gilbert Favreau, Sylvie Goy-Chavent, Viviette Lopez, Viviane Malet, Alain Millon, Albéric de Montgolfier, Philippe Pesmec souhaiteraient voter pour, Madame la Présidente. Si, chers collègues, acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique des scrutins. La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 72 rectifié au sein de l'article 7. Et nous sommes donc à l'amendement 72 rectifié, Monsieur Dossus. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Ministre, je suis content de vous retrouver puisqu'on a commencé à beaucoup débattre sur l'article 7 et nous avons besoin de vos éclairages parce que nous n'avons pas beaucoup avancé sur un certain nombre de garanties que nous demandions. Et nous l'avons dit, pour vous résumer les débats, que cet article comporte un certain nombre de risques majeurs pour la vie privée et les libertés fondamentales. Nous ne souhaitons pas que ces mesures soient instaurées, on va le répéter, c'est pourquoi nous avons proposé la suppression de cet article. Néanmoins, si elle venait quand même à être introduite, il est primordial de les accompagner de garanties pour mieux protéger nos libertés fondamentales. Et dans cet esprit de concorde, nous estimons indispensable la transparence et l'accessibilité des algorithmes comme prérequis pour le contrôle démocratique de l'utilisation qui est faite de nos données, de nos actes et libertés. Il nous apparaît comme légitime que le code source de l'algorithme soit accessible à toutes et tous pour voir la manière dont celui-ci travaille et apprend. C'est la base de notre travail de contrôle. Il est également nécessaire d'empêcher la vente et la cession des données qui seront traitées par ces algorithmes. Les pays occidentaux, et la France ne fait pas exception malheureusement, ont une longue tradition de commerce, notamment en termes de matériel de sécurité, avec des régimes beaucoup moins regardants sur les droits et les libertés. Et nous ne souhaitons pas que les données d'apprentissage de ces algorithmes collectés au moment des Jeux Olympiques, mais aussi au moment de la Coupe du Monde de rugby, puissent être cédées ou vendues à des acteurs publics ou privés internationaux. C'est une précision que nous jugeons fondamentale en termes de garantie universelle des libertés publiques, libre accès des données et garantie éthique. Voilà ce que nous proposons avec cet amendement. Merci Monsieur Dossus. Madame la rapporteure, avis de la commission. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ce sera un avis défavorable, rendre les algorithmes ouverts et accessibles à tous. Si on comprend l'enjeu, notamment puisque c'est un débat qu'on a eu à propos de Parcoursup, on voit bien qu'en matière de sécurité, c'est quand même compliqué de rendre ouverts et accessibles à tous des algorithmes qui sont destinés à nous protéger. Quant à inscrire la non-cession des données d'apprentissage, d'ores et déjà c'est le cas parce qu'elles seront effacées si elles n'ont pas donné de résultats et ensuite elles peuvent être conservées pendant un mois mais uniquement pour s'entraîner. Ça reste sous la maîtrise de l'État et il n'y aura pas de cession possible. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Bonsoir Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Pardon de vous avoir manqué, Monsieur le sénateur. Je ne savais pas que ce serait inconvenant pour Madame Baquès, qui je suis sûr a su tenir le rang du gouvernement. Je voudrais la remercier ici. Non, mais en plus d'excellents arguments de Madame la rapporteure, je voudrais évoquer deux choses. Si nous rendons libres ces consultations d'algorithmes, d'abord c'est une propriété industrielle. Et c'est un premier point. Il faut quand même souligner qu'il est tout à fait normal qu'aucune entreprise ne candidatera si elle ne peut pas être propriétaire de son organisation technologique. Et deuxièmement, surtout, argument qui devrait quand même vous frapper, Monsieur le sénateur, en tout cas l'hémicycle, si nous rendons publics les algorithmes à des fins de sécurité, les gens qui nous attaquent, les terroristes et singulièrement les cyberterroristes, on n'a qu'à leur donner directement les clés du coffre et comment attaquer le camion. On ira beaucoup plus vite puisqu'on ne va pas rendre public la façon dont les algorithmes de sécurité
servent évidemment à la protection pour une finalité particulière que sont les grands événements et singulièrement les Jeux Olympiques, sur le travail que font nos forces de sécurité à travers ces caméras de vidéoprotection. Donc c'est évidemment un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Une demande d'explication de vote, monsieur Dossus. Oui, monsieur le ministre, merci pour votre réponse, mais vous n'avez pas répondu sur la cession des données collectées lors de ces événements. Ensuite, vous venez de confirmer une partie de nos arguments que nous avons développés, que ces JO seront l'occasion pour un certain nombre d'industries de la sécurité d'emmagasiner un certain nombre de données, d'enrichir leurs algorithmes pour plus tard les revendre, y compris à l'international, pour des régimes les moins regardants en termes de liberté. Donc vous venez de confirmer ça. Merci, monsieur le ministre. Ensuite, en termes d'ouverture des données, je voudrais vous rappeler que la plupart des données de l'open source est une garantie de sécurité, y compris sur Internet. C'est par l'open source et la collaboration des différents utilisateurs que nous avons renforcé un certain nombre de sécurité dans notre réseau Internet. Je pense que ouvrir ces algorithmes nous permettra à nous, en termes de parlementaires, d'avoir la compréhension suffisante pour voir quelles sont les informations qui sont collectées. C'est important puisque nous avons un devoir de contrôle. Et puis, ça permettra aussi d'enrichir ces algorithmes pour les rendre effectivement plus efficaces. Merci, monsieur Dossus. Monsieur le ministre. Monsieur Dossus, je propose qu'on ne commence pas le débat en faisant dire à l'interlocuteur ce qu'il n'a pas dit. Donc, je n'ai pas dit ce que vous avez dit. Vous confondez deux choses, si je peux me permettre. Les données et les algorithmes qui ne sont pas tout à fait la même chose. Donc vous avez dit que les entreprises pourront garder ainsi les données et les revendre. Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune cession de données. On ne garde aucune donnée, elles sont revendues à personne parce qu'elles sont détruites et il n'y a pas d'utilisation de données. Donc c'est pour cela que votre point est totalement satisfait. Ces données ne sont pas gardées, ne sont pas revendues. Et deuxièmement, il y a un processus industriel que sont les algorithmes. Voilà. Et effectivement, une entreprise, oui, ce sera une entreprise a le droit de garder son processus industriel. Après, vous dites, c'est revendu et pour notamment des fins qui ne sont pas démocratiques. D'abord, je vous remercie de faire la différence entre les pays démocratiques enfin, les pays non démocratiques et la France. Deuxièmement, si nous ne mettons pas, nous, en place ce genre de dispositif, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas nos entreprises qui le font, ce seront d'autres entreprises qui le feront. Les Chinois, les Israéliens, mais bien sûr. C'est exactement la même chose que sur les caméras de vidéoprotection, sur toute technologie, monsieur le sénateur. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut être un État avec une technologie forte, être propriétaire de notre technologie, avoir nos données à nous, la façon dont on impose aux industriels de fonctionner, plutôt que de se faire imposer des cadres étrangers comme ceux des Chinois, ceux des Israéliens, ceux des Américains et d'autres pays encore. On préfère que ce soit une filière française, bah oui, avec des capitaux français que l'État peut regarder et peut considérer d'ailleurs qu'ils doivent être d'intérêts vitaux, que les services de renseignement peuvent regarder et ne pas être vendus à la découpe par exemple. Donc oui, il faut être fier des grandes entreprises françaises. Ça évite aujourd'hui, si on avait eu le même raisonnement sur les moteurs de recherche, nous n'aurions pas sans doute Google aussi monopolistique. Et je veux appliquer, vous qui êtes écologiste, la même chose sur les panneaux solaires. Si on avait plutôt pris la révolution des panneaux solaires, on n'aurait pas des panneaux solaires chinois, par exemple, en France. Donc accompagner la législation, mais tout le monde le sait, monsieur le sénateur, accompagner la législation pour dire à nos industriels, voilà les finalités démocratiques dans un cadre d'état de droit de sécurité comme les Jeux Olympiques, ça nous évite de nous faire imposer des solutions dans quelques années différentes. Et effectivement, ces solutions différentes, on le voit avec un certain nombre de scandales qui se sont nés, et jamais avec des entreprises françaises, vous l'aurez constaté, Pegasus en est un bon exemple. Lorsque c'est développé avec un cadre français, eh bien, nous pouvons parler aux industriels, on peut gérer en partie leurs actions, les réguler, regarder leur capital. Soyons fiers des entreprises françaises. Merci. Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, juste un petit point de précision. Il est parfaitement possible de préserver l'intégrité technologique des algorithmes et d'en assurer le contrôle en même temps. Pour ça, il suffit de nommer un tiers de confiance qui assure l'analyse de l'algorithme. Et c'est ce qui se passe, par exemple, pour le contrôle des algorithmes des GAFAM, des réseaux sociaux. Et la CNIL ne fait pas autrement. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait de mettre en place justement tout ce régime de contrôle des algorithmes pour s'assurer ce qu'il y a réellement dedans. Ce qui est très regrettable, Monsieur le Ministre, c'est que s'agitant des réseaux sociaux, il y a une obligation de communication par la loi de ces algorithmes. Et aujourd'hui,
elle n'est pas respectée. Donc nos craintes sur les algorithmes de la vidéo sont rigoureusement les mêmes. Merci Madame la Présidente. Merci, chers collègues. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je mets aux voix le 72 rectifié qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 23 rectifié, Monsieur Durin. Merci Madame la Présidente. Je disais à Monsieur le Ministre, enfin, non pas que Madame Backès n'ait pas fait du bon travail au banc, mais notre sujet, c'est la banalisation. C'est la banalisation de technologies. Et comme ce texte est un peu sensible, que cet article 7 est un peu sensible, il nous paraissait utile que le ministre de l'Intérieur puisse répondre à des questions qui garantissent qu'on s'engage dans un dispositif sécurisé s'agissant des libertés publiques. L'amendement 23 rectifié vient apporter une précaution supplémentaire au stade du développement des logiciels d'intelligence artificielle qui seront associés aux images vidéo. Le projet de loi prévoit que ces logiciels peuvent être développés directement par l'État ou par un prestataire extérieur qu'il choisit. Comme il s'agit de la première expérimentation du recours à l'intelligence artificielle avec des enjeux dont on a dit depuis tout à l'heure qu'ils étaient extrêmement sensibles, nous pensons qu'il faut porter une attention particulière à la prévention des conflits d'intérêts. C'est pourquoi nous proposons de renforcer les exigences auxquelles le développement du traitement doit répondre si un fournisseur externe est choisi, en prévoyant des garanties d'impartialité, en plus des garanties de compétences et de continuité d'activité qui sont déjà prévues par l'article 7. Nous avons tenu compte des observations pertinentes, comme toujours, de la rapporteure, pour que cette garantie d'impartialité se matérialise par une déclaration des intérêts détenus à date et au cours des 5 dernières années. Merci Monsieur Durin. Madame la rapporteure, avis de la commission. Madame la Présidente, ce sera un avis favorable, car nous pensons, après des échanges que nous avons eus, notamment en commission, que c'est une garantie supplémentaire qui va dans le sens du juste équilibre. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, favorable. Également, peut-être une rédaction qu'il faudra trouver peut-être à l'Assemblée ou en CMP, s'il y en a une, sur les conflits d'intérêts. Parce que vous ne définissez pas ce que seraient ces conflits d'intérêts, si je peux me permettre, dans votre amendement. Mais non, il évoque les conflits d'intérêts, Monsieur Durin, mais il ne définit pas exactement lesquels, me semble-t-il. Donc je pense que, voilà, avec votre accord et mon... Bon, en tout cas, nous le prenons. Enfin, en tout cas, c'est un avis favorable du gouvernement. Et on le relira bien ensemble, si vous le souhaitez, Monsieur Durin, comme on a l'habitude de le faire. Merci, Monsieur le Ministre. Il y a explication de vote de Monsieur Dossus. Oui, nous allons voter cet amendement, mais je voulais remercier le ministre d'avoir, en quelques interventions, conforté notre point de vue sur cet article qui n'est qu'un cavalier législatif destiné à faire en sorte que nos entreprises reprennent du départ de marché aux entreprises chinoises en termes de sécurité globale. Merci, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Mais Monsieur Dossus, pour le bien-être de nos débats, il ne peut pas y avoir de cavalier législatif lorsque c'est le texte initial du gouvernement. Voilà, je le dis pour le Conseil constitutionnel. Très bien. Je vais mettre aux voix, si vous le voulez bien, le 23 rectifié qui a reçu 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 45 rectifié, c'est Madame Delattre, Madame la vice-présidente, qui présente. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement de ma collègue Maryse Carrère. C'est un amendement qui prévoit que la décision du préfet d'autoriser l'utilisation de traitements algorithmiques en matière de vidéosurveillance soit prise après avis des assemblées délibérantes locales. Il nous semble s'agir d'une mesure de bon sens pour informer nos territoires des décisions qui sont prises les concernant. Le mécanisme de l'expérimentation est particulièrement intrusif et comporte des risques en matière de protection des données, de droits fondamentaux. Aussi, il ne paraît pas inapproprié d'associer les collectivités au processus décisionnel, d'autant que si l'utilisation du dispositif a vocation à rester relativement exceptionnelle, il ne semble pas que l'ajout de ce simple avis soit insurmontable du point de vue de la procédure. Merci. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Ça sera un avis défavorable, Madame la Vice-présidente. Nous sommes ici au Sénat toujours très attachés à ce que les collectivités territoriales soient associées aux décisions et qu'il y ait un dialogue entre l'État et les collectivités. On l'a vu tout à l'heure sur l'organisation des manifestations. Nous pensons que ce dialogue est nécessaire
mais néanmoins, nous pensons que dans la mise en œuvre de procédures de sécurité, telles que la vidéoprotection intelligente, ce serait alourdir inutilement la procédure et que ça éviterait et ça rendrait difficile leur déclinaison opérationnelle sur les territoires. D'autant plus que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales n'ont pas de compétences en matière de sécurité, c'est une compétence du maire. Donc, avis défavorable. Madame la rapporteure, monsieur le ministre. Oui, puis je préciserai, indépendamment des excellents arguments de Madame la rapporteure, Madame la sénatrice, qu'il y a des groupements comme RATP, SNCF qui ne font pas partie d'assemblées délibérantes. Donc, rendrait votre amendement inacceptable. Voilà. Donc c'est évidemment un avis négatif. Merci, monsieur le ministre. Je mets aux voix l'amendement 45 rectifié qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 24, monsieur Durin. Merci Madame la Présidente. Il nous paraît utile de rappeler que l'arrêté préfectoral autorisant l'emploi du traitement algorithmique à l'occasion d'une manifestation donnée précise le périmètre tel qu'il est strictement défini au paragraphe 1 de l'article 7, à savoir le lieu accueillant la manifestation et ses abords, ainsi que les véhicules et emprises de transport public et les voies les desservant. Cet amendement vise à assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l'égard du public, ce qui est une condition indispensable pour permettre le déploiement de dispositifs de caméras augmentées dans un climat de confiance à l'égard des autorités publiques. Merci, monsieur Durin. Madame la rapporteure, avis de la commission. Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis favorable. C'est un moment de précision utile. Monsieur le ministre, je mets aux voix le 24 qui a reçu 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 62, monsieur Dossus. Merci Madame la Présidente. Il est précisé à l'alinéa 28 du présent article que dans certains cas, le public pourrait ne pas être informé de l'usage de caméras dites augmentées. Qu'est-ce qui pourrait bien légitimer une telle exception, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui justifierait que les citoyennes et les citoyens ne puissent pas avoir accès à des informations relatives à leurs droits et libertés? Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à trouver que les situations qui relèveraient de cette exception manquent de clarté. La CNIL elle-même s'interroge sur les hypothèses dans lesquelles une telle exclusion s'avérerait nécessaire. Elle recommande d'ailleurs que les conditions justifiant cette exclusion soient particulièrement limitées. Or, en l'état, aucune précision à ce sujet n'a été formulée par ce projet de loi. La CNIL estime dans son rapport sur le projet de loi que l'information des personnes de l'usage des caméras augmentées est, je cite, un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l'égard du public et qu'elle est indispensable pour permettre le déploiement des dispositifs dans un climat de confiance à l'égard des autorités publiques. Au groupe écologiste, nous considérons que l'information du public est une garantie essentielle de la protection des droits et libertés des personnes, et notamment du droit à la vie privée. Comment faire valoir ces droits d'opposition, d'accès, de rectification et d'effacement de ces données personnelles si on ne sait même pas que ces données existent? À ce titre, nous proposons par cet amendement la suppression de cette dispense d'information du public de l'usage des caméras dites augmentées. Merci, cher collègue. Le 25 rectifié, monsieur Durin. Ah pardon, excusez-moi, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Donc c'est une discussion commune, mais l'esprit est différent. Nous, on vous propose de compléter le travail utile de la Commission qui a introduit une garantie supplémentaire pour assurer l'information du public sur l'emploi du traitement des données personnelles prévues par cet article 7, y compris lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis par le traitement. Donc, dans ces cas, la Commission a prévu de renvoyer à une information générale organisée par le ministère de l'Intérieur. Je fais référence au paragraphe 2 bis nouveau inséré à l'article 7. Et si nous voulons que l'information du public soit pleinement appliquée, il convient de prévoir également, dans la décision d'autorisation d'emploi prise par le préfet de département ou le préfet de police à Paris, que les motifs de dispense d'information du public soient accompagnés à minima de l'information générale du public sur l'emploi du traitement algorithmique. Cette information nous semble essentielle car elle conditionne le cas échéant la possibilité d'invoquer le respect du droit de personne à l'égard de la bonne application de ces traitements de données personnelles.
augmentés par l'intelligence artificielle sur le fondement du RGPD et de la directive police-justice. Merci. Merci, cher collègue. Avis de la commission. Merci Madame la Présidente. Alors sur l'amendement 62 du sénateur Dossus, ce sera un avis défavorable. Je pense que supprimer la possibilité d'exception au droit de l'information affaiblirait le dispositif et le rendrait beaucoup moins opérationnel. Et c'est la raison pour laquelle nous avions quand même en commission des lois ajouté une garantie sous la forme d'une information générale du public sur l'emploi des traitements algorithmiques organisés par le ministère de l'Intérieur pour informer les publics des enjeux concernant cette vidéoprotection intelligente. Donc ce sera un avis défavorable sur le 62, sur le 25 de Monsieur Durin qui renvoie à cette information générale organisée par le ministère de l'Intérieur. C'est un avis favorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, un avis défavorable sur le premier amendement et un avis, on va dire, réservé, Monsieur Durin. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a une petite confusion, me semble-t-il, sur pourquoi on informe les citoyens selon la volonté de la CNIL et de la volonté du législateur qu'ils sont vidéoprotégés ou vidéosurveillés, le terme que vous souhaitez. On a eu ce débat pendant sécurité globale sur d'autres sujets que les caméras de vidéoprotection. C'est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, pour pouvoir être informé, consulter les données personnelles qui nous concernent et puis évidemment, si on le souhaite, faire effacer ces données. Ce n'est pas pour être empêché d'abord d'être filmé, bien évidemment, chacun le comprend. Mais l'intelligence artificielle appliquée aux caméras de vidéoprotection, appliquée aux captations d'images, ne vise pas à donner des éléments supplémentaires de surveillance des individus, mais des situations. Que pourra faire très concrètement cette caméra dite d'intelligence artificielle? Elle pourra regarder quel est l'événement que nous souhaitons retrouver, ou la situation que nous souhaitons retrouver, ou le comportement que nous souhaitons retrouver. Un rassemblement extrêmement intempestif, une casse d'abribus, un sac posé par terre. Il ne visera pas à rechercher Monsieur Dossus, Monsieur Darmanin ou Monsieur Durin. Il ne s'agit donc pas pour la personne, pour le citoyen individuellement, de pouvoir retrouver des données qui lui sont personnelles, mais l'intelligence, ça c'est la caméra, si j'ose dire classique, qui le fait, et qui le fait de manière générale. Et c'est pour ça qu'il me semblait que l'avis était réservé pour votre amendement. Et finalement, si j'ose dire, il ne mange pas de pain, votre amendement. C'est pour ça que je ne le combats pas plus que ça. Et sans doute, est-ce l'avis positif qu'a donné Mme la rapporteure. Mais l'information générale, elle est déjà donnée par le ministère de l'Intérieur, soit par les communes lorsqu'il s'agit de caméras, ou l'État pour la préfecture de police évidemment, de caméras déjà installées. Chacun doit installer des panneaux, publier dans le journal municipal la présence de ces caméras, y compris mobiles. Et tout autre type d'information, on a eu cette discussion pour les aéronefs et pour d'autres situations comme les drones dans la loi sécurité globale. Mais en aucun cas, l'intelligence artificielle rajoute quoi que ce soit, puisqu'il ne peut pas y avoir de captation sans caméra. Donc cette information est déjà donnée par la loi et l'intelligence artificielle vise à retrouver des situations. C'eût été extrêmement différent si nous vous avions proposé la reconnaissance faciale, qui là parle de sujets individuels. Et donc évidemment l'information autour des données individuelles retrouvées par ce moyen nouveau, même dans un moyen de captation ancien, aurait sans doute eu son sens de discussion. Donc vraiment, je pense qu'il faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent qu'il ne s'agit pas dans l'intelligence artificielle de continuer à regarder des données personnelles. Ce n'est pas ce que feront ces caméras. C'est des situations, mais comme chacun a dû le voir sans doute dans des documentaires, dans des films ou dans des reportages ou dans les auditions que vous avez pu faire. Et ces situations sont extrêmement importantes. Imaginons que nous ayons à gérer une alerte à la bombe pour savoir si elle est sérieuse ou pas sérieuse. Qui a déposé le sac? Dans quelles conditions il a déposé un sac? Est-ce que cette situation de dépôt de sac, c'est un oubli ou c'est quelqu'un qui le fait de manière volontaire? Ça fait gagner énormément de temps au service de police. Qui l'a déposé en tant que tel ou les personnes autour d'elle ne sont pas concernées par les algorithmes et par la finalité que nous demandons aux législateurs. Je constate d'ailleurs, Monsieur Dossus, que et l'avis de la CNIL et l'avis du Conseil d'État sur un texte aussi complexe ont été sans réserve sur cette situation. Et les débats qu'on a eus précédemment, et notamment sur la LOPMI, sur les questions d'image, ont tous été validés, vous l'aurez constaté, par une excellente décision du Conseil constitutionnel dont je me réjouis. Donc je veux vraiment ici dire, et je salue le rapporteur Hervé qui a notamment évoqué ces sujets de données personnelles, je veux ici dire encore une fois que la Haute Assemblée devrait rejeter l'amendement de M. Dossus pour confusion, si vous me le permettez,
Et voilà, l'amendement de M. Durin, sans doute, est superfétatoire, mais je veux bien donner un avis neutre, c'est-à-dire réservé pour l'adoption. C'est une sagesse, monsieur le ministre, un avis défavorable? Sagesse neutre. Bon, bah écoutez, nous innovons aujourd'hui, mais bon. Alors, je mets aux voix... Ah pardon, monsieur Dossus pour explication de vote et madame Harribey. Merci, Madame la Présidente. Là, on constate qu'on est en train de reculer sur un certain nombre de droits liés à nos données et à nos comportements. Vous venez de le dire, ces caméras, elles existent, elles sont déjà là. On va leur ajouter un système qui va permettre de faire la différence entre différents comportements, différentes situations. Qu'est-ce qui nous fait basculer dans une société de surveillance? C'est qu'un individu, vous, moi, un autre, va se trouver dans une situation sans savoir ce que la caméra va chercher à contrôler dans son comportement. Vous l'avez cité, un oubli de sac. Alors, vous vous êtes rattrapé en disant que ce ne sera pas une donnée personnelle, mais que ça peut faciliter quand même d'identifier la personne qui l'a oublié. Donc on est déjà en train de reculer un peu là-dessus, bien sûr que si. On est en train déjà de reculer sur quels sont les comportements acceptés, quels sont les comportements non acceptés, qui définit ça? Effectivement, là, on ne le sait pas, ça sera défini dans les algorithmes que vous n'avez pas voulu ouvrir. Donc on est en train de reculer sur un certain nombre de droits et libertés et de la façon dont on peut, nous, individus, protester contre la collecte d'un certain nombre de données. Ensuite, Monsieur le Ministre, je vous trouve extrêmement rigoureux sur la question des droits et libertés. Vous l'aviez été le 22 octobre devant nous quand vous aviez présenté le dispositif de sécurité. Vous aviez dit que le ministère de l'Intérieur n'utilisera pas de dispositifs illégaux qui n'ont pas été légalisés, mais par contre, un certain nombre de collectivités les utilisent déjà, ce sont vos mots. Là-dessus, vous n'aviez pas répondu ensuite à savoir quelles sont les collectivités qui utilisent tout ça, et quelle est l'action du ministère de l'Intérieur pour lutter contre l'utilisation abusif de ces technologies. On a déjà pu voir un certain nombre de marchés publics passer pour des technologies qui ne sont pas encore légalisées, et donc j'aimerais bien avoir une réponse aussi là-dessus, vous qui êtes si respectueux du droit. Merci, cher collègue. Madame Harribey. Simplement pour dire que cet amendement que nous proposons et qui a un avis favorable de la rapporteure, c'est pas quelque chose qui est anodin non plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une information individualisée, mais il s'agit de lier la décision à l'information. C'est tout. Et donc je pense que ça permet plus de transparence, ça permet d'être plus clair. Alors, vous avez dit ça mange pas de pain, je crois que non en tout cas, mais en tout cas ça fixe les choses et ça officialise cette dimension de l'information du public. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je ne veux pas laisser M. Dossus, mais très rapidement faire croire que le ministère de l'Intérieur connaîtrait des situations illégales et n'interviendrait pas. Non, mais je suis respectueux de la loi, je suis surtout respectueux de la Constitution, monsieur le sénateur. Et en tant que représentant des collectivités locales, vous seriez très sourcilleux que l'article 72 de la Constitution soit respecté par le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que s'agissant d'une compétence propre, ne vous en déplaise, des communes que de gérer la sécurité de leurs concitoyens en ce qui concerne la salubrité publique, la tranquillité publique et les caméras de vidéoprotection. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'élus écologistes qui seraient bien inspirés d'appliquer les règles de la République que le législateur leur a accordées. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. On en connaît quelques collectivités locales qui en font eux-mêmes revendication. D'ailleurs, on voit que c'est souvent là où la délinquance est parfois la plus importante. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. Mais c'est un autre débat. Il appartient justement au tiers de confiance évoqué par votre collègue communiste que de faire ces contrôles. Et je sais que la CNIL y est particulièrement attentif. Donc ce n'est pas au ministère de l'Intérieur que d'apporter une tutelle. Ça n'existe plus depuis 1981. Ça n'existe plus depuis 1981. Donc il faut être respectueux de la Constitution et de l'héritage mitterrandien. Alors, Monsieur Durin, vous avez la parole. Oui, une explication de vote, non pas pour allonger les débats, mais pour préciser un point de vue politique très, très cher à notre groupe au cœur de ce débat. L'argument de notre collègue dessus s'entend parfaitement. On comprend les réserves que son groupe peut avoir, d'où d'ailleurs des motions préalables. Nous considérons, pour ce qui nous concerne, qu'il existe un risque de développement rampant, à bas bruit, d'un certain nombre de technologies. Et quand nous proposons qu'on puisse, en tant que législateur, s'intéresser à ces sujets, fixer un cadre, ce n'est pas pour autoriser ces technologies, c'est précisément pour dire dans quelles conditions, alors même qu'elles s'invitent partout dans nos vies
personnelles et collectives, à quelles conditions on peut les utiliser. Et pour avoir travaillé, ça a été rappelé plusieurs fois dans la journée, avec Arnaud de Belenet et Marc-Philippe Daubresse sur la reconnaissance faciale, on voit bien qu'en plus, qu'il y a une porosité des usages. C'est-à-dire que les citoyens, consommateurs, autorisent dans leur comportement individuel, dans leur comportement personnel, des choses qu'ils réfutent en tant que citoyens vis-à-vis de l'État. Et du coup, il faut quand même résoudre ces tensions. Donc, quand on propose de légiférer, de poser un cadre, de définir des lignes rouges, de temps en temps d'autoriser des expérimentations, et c'est la démarche que notre groupe a en l'espèce s'agissant de la vidéosurveillance intelligente. Ce n'est pas par plaisir de permettre tout et n'importe quoi, c'est au contraire pour que le cadre dans lequel ces technologies sont développées soit respectueux des libertés. Voilà, donc c'est vraiment l'esprit qui nous anime, et d'où les amendements que nous avons déposés pour que l'information soit claire, que les périmètres soient fixés, que les durées soient limitées, que les durées de conservation soient elles-mêmes limitées, et qu'on puisse avancer ensemble dans la confiance vers l'usage de ces technologies. Merci, chers collègues. Il n'y a plus de demande de parole. Je vais donc mettre aux voix tout d'abord l'amendement 62 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et le 25 rectifié qui a reçu un avis favorable de la commission et une sagesse neutre du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'amendement 26, monsieur Durin. Alors, on va connecter beaucoup de données, des données qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas. Ce que nous souhaitons, au travers de cet amendement, c'est de préciser expressément que les données qui sont considérées comme non pertinentes, non adéquates et non représentatives puissent être immédiatement supprimées sans attendre l'expiration du délai autorisé. Alors en commission, Madame la rapporteure nous a fait observer que cette mesure est satisfaite, mais il nous semble qu'elle n'apparaît pas clairement dans le dispositif de l'article 7 qui, au moment où nous parlons, est encore au stade de l'expérimentation. S'agissant d'adopter pour la première fois un dispositif inédit, on l'a vu, qui est porteur d'enjeux nouveaux pour les droits et libertés, qui est sensible, le Sénat doit veiller à ce que figurent dans la loi les principes essentiels qui déterminent l'usage des caméras augmentées. C'est une condition qui, pour nous, est essentielle. Il nous semble qu'elle doit être explicitement mentionnée. Le président de la CNIL, d'ailleurs, vient de s'exprimer sur le sujet et a rappelé que le principe de base de cette application est de conserver le moins longtemps possible les données. Si la CNIL veillera à ce que les données soient supprimées lorsqu'elles doivent l'être, autant l'inscrire dans le corps de la loi. Collègues, Madame la rapporteure, avis de la commission. Oui, merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable. Il était satisfait puisque ces données sont immédiatement détruites dès lors qu'elles ne devraient pas exister. Donc on ne voit pas l'intérêt de le rajouter dans le texte. Je mets aux voix l'amendement 26 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 27, monsieur Redon-Sarrazy. Merci Madame la Présidente. Nous souhaitons lever une ambiguïté qui existe dans le texte entre 2 notions qui peuvent converger mais qui ne se confondent pas, la pluridisciplinarité et l'indépendance. C'est une bonne chose de prévoir que plusieurs spécialistes s'associent pour procéder à l'évaluation des caméras augmentées, chacun travaillant dans son champ d'application ou sa discipline avec la méthodologie qui lui est propre. Nous sommes tout à fait favorables à cette optimisation des approches pour tirer les meilleures conclusions de l'expérimentation. Cependant, prévoir la meilleure communication possible entre les savoirs ne garantit pas l'indépendance du rapport final. C'est la raison pour laquelle, conformément à la recommandation de la CNIL, nous souhaitons préciser que l'évaluation de l'expérimentation soit conduite en association avec des experts indépendants. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Ce sera, Madame la Présidente, un avis défavorable. Nous pensons effectivement que c'est déjà prévu que ce soit des personnalités au caractère pluridisciplinaire qui fassent l'évaluation de l'expérimentation. Nous avons vu et déjà eu des échanges sur le fait que cette expérimentation, elle allait conduire sur une véritable évaluation qui permettra d'éclairer le législateur pour savoir s'il faut pérenniser ou non ce système de vidéoprotection, et que nombre de garanties ont été mises et introduites, que ce soit dans le texte originel ou que ce soit par la commission des lois, pour que cette évaluation soit faite de manière la plus indépendante possible. Merci, monsieur le ministre.
Je mets aux voix l'amendement 27 qui a reçu 2 avis défavorables, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. J'ai été saisi d'une demande de scrutin. Ah pardon, monsieur Dossus. Oui, pour une explication de vote sur l'article 7, si c'est possible. Merci. Merci, Madame la Présidente. Nous ne considérons pas que nos libertés publiques soient sujets à expérimentation, y compris bornées dans le temps. Nous considérons que cet article n'a rien à faire dans ce projet de loi, n'en déplaise à Monsieur le Ministre. Nous pensons qu'il fait plutôt lieu de forme d'opportunisme sécuritaire destiné à masquer un certain nombre de défaillances que le ministre a connues lors du fiasco du Stade de France. Et donc, nous allons nous opposer à cet article. Aucune garantie que nous avons proposée n'a été acceptée. Et donc, nous allons basculer via cet article dans un nouveau régime de surveillance. Donc, nous allons voter contre. Merci, chers collègues. Plus de demandes d'intervention. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par les groupes écologistes Solidarité et Territoires et groupe républicain sur l'article 7. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ah oui, mais non, je n'avais pas vu. Hein, là aussi. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Résultat sur ce scrutin, nombre de votants 343, exprimé 270, pour 243, contre 27. L'article est adopté.